basket, ça remonte à tout petit parce que j'ai commencé le basket, je vais avoir 10 ou 11 ans, par les copains. Et puis après, je suis rentré, j'ai fait un premier club à Hermont, l'ASCA qui n'existe plus, l'ASCA Hermont. Et après, j'ai été à Sannois, qui après a fusionné avec Saint-Gratien, qui est devenu Sannois-Saint-Gratien. Donc j'ai été d'abord joueur. Après, dans le club, j'ai commencé à entraîner. euh, Jusqu'à des minimes et en championnat de France. Donc j'étais surtout parti là-dessus, sur le jeu. Et puis me suis essayé à l'arbitrage pour dépanner sur un match amical. Puis j'ai trouvé que je me débrouillais pas mal et finalement je faisais les deux. Donc je coachais et j'arbitrais. Et puis après il a fallu faire un choix parce que j'ai eu la possibilité de monter très vite à haut niveau. Donc voilà. Alors ce qui m'a motivé au départ, j'étais étudiant donc j'avais 23 ans. Donc un petit peu l'argent, vu que je me débrouillais pas trop mal, donc c'était plutôt intéressant. Et ce qui m'a intéressé en liant le fait de jouer et d'entraîner, c'est que du coup d'avoir une autre façon de voir le basket par l'arbitrage, ça permettait d'aborder différemment le coaching, différemment le jeu, avec une meilleure connaissance du jeu. Donc que ce soit tactiquement, que ce soit au niveau psychologie avec les joueurs, etc. C'était plutôt intéressant d'avoir cette facette en plus, d'avoir cette arme en plus dans les bagages pour pouvoir aborder le basket. Quasiment ma première année d'arbitrage, j'ai eu la possibilité de participer à un TIC. Donc là c'était lié au département, mais après il y avait tous les départements de la zone qui étaient représentés, donc en Benjamin. Donc là ça a permis d'être vu en fait sur mes compétences sur le terrain. Et l'année d'après, du coup, j'ai été invité à un stage de détection. Et ce stage de détection, ça m'a permis après d'évoluer assez rapidement. Donc j'ai pu suivre différentes formations avec la Ligue de France, avec maintenant des collègues comme Joseph Bissang, comme David Chambon quand il était encore en Ile-de-France, comme Stéphane Gueux, comme Thomas Collet, qui n'arbitre plus maintenant. Voilà. Et Carlos Mateus également, qui a arrêté il y a 1 an et demi. J'ai pu faire un peu de formation pour la Ligue. J'ai été sollicité pour encadrer ce même type de détection. Donc ça s'est passé soit au Krebs de Châtenay, soit à l'INSEP. Voilà. Et ensuite, par contre, là je ne fais plus formation pour la Ligue. Je travaille surtout en formation pour la zone Nord. Voilà, donc avec Eddie Viator qui est le RTZ, donc responsable technique de la zone. Donc les stages de début de saison pour les arbitres de championnat de France, les stages de détection aussi pour le championnat de France, etc., etc. Je suis soutenu à 100%. L'avantage que je peux avoir par rapport à d'autres collègues qui ont besoin de prendre des jours de vacances, etc., de congés, c'est que je suis enseignant, donc les vacances scolaires aident beaucoup à être disponible pour la famille. Ma femme, elle est également enseignante, donc du coup, ça compense. Donc on a plus de jours de congé ensemble que la plupart des autres couples. Ensuite, mes enfants, ils sont très fiers quand je peux faire des matchs télévisés et puis qu'ils peuvent me voir à la télé, ils sont très contents. Bon, je ne garantis pas qu'ils regardent le match jusqu'au bout, hein. En tout cas, ils voient la présentation et puis après ils zappent, ils font autre chose. Et puis après, ça peut être l'occasion aussi, quand les déplacements sont pas trop longs ou quand les déplacements sont pendant les vacances scolaires, qu'ils puissent m'accompagner. Donc voilà. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. La famille est dans le basket, donc du coup, c'est une passion pour tous. Alors peut-être que c'est dans les salles où je vais, ou que je connais, peut-être que je vais toujours à la même place. Voilà. En fonction de l'endroit, que ce soit à Orléans, que ce soit à Pau, que ce soit à Gravelines. Je crois que dans le vestiaire, je me débrouille toujours pour avoir la même place. Et comme c'est pas forcément avec les mêmes collègues, donc pour l'instant, j'ai pas eu de situation où je sais pas si c'est un toc ou autre, mais en tout cas, pour l'instant, voilà. C'est peut-être le seul truc, je vois pas d'autre chose, c'est peut-être ça. Alors quand je fais une erreur, la première chose, tout dépend de l'erreur, parce qu'il y a des erreurs qu'on va pouvoir corriger, d'autres non. Par exemple, une erreur sur une sortie,
c'est facile à corriger. Donc si on est le seul à avoir vu l'inverse de ce qui s'est passé, l'erreur elle peut être apportée par les collègues. Ou alors, ne serait-ce que par rapport aux réactions de tous les joueurs, que ce soit attaquants ou défenseurs d'ailleurs, on peut se rendre compte qu'on a pu faire une erreur. Dans ce cas, on peut avoir une concertation rapide et changer sa décision, dire ok, je me suis trompé, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Et voilà, c'est accepté par tous, surtout si le coach adverse il sait qu'il ne doit pas avoir le ballon, les joueurs adverses savent qu'ils ne doivent pas avoir le ballon. Donc là, c'est plutôt facile à corriger. Si c'est une erreur qui est une faute qui va être souvent soit inventée, c'est le pire. L'invention, c'est le pire parce que un oubli, on oublie de ne pas avoir vu une faute, ça peut arriver, on peut être masqué, on peut ne pas voir, et même si on ne voit pas et qu'on oublie la faute, elle peut être rattrapée par un collègue qui est mieux placé ou qui va venir en aide. Alors que l'invention elle va être plus compliquée parce que inventer un contact qui n'a pas eu lieu, là on perd crédibilité. Voilà. Donc c'est le type de situation qui nous met le plus en difficulté parce que c'est le type de situation qu'on ne va pas pouvoir corriger. Alors on va siffler une faute, voilà, il y a erreur, on doit l'assumer. Après ça va être à nous de retravailler pour pas rester sur cette erreur et se reconcentrer sur ce qui va se passer parce que ce qui est déjà produit, c'est trop tard, on ne peut plus en revenir dessus. Par contre, la suite, il va falloir qu'on soit plus concentré, savoir se rendre compte pourquoi on s'est trompé. Et puis aussi d'être dans le fait de prendre plus de temps pour analyser et siffler, limite avec un petit décalage pour se remettre dedans, se remettre en confiance. Souvent, on fait le dos rond. C'est-à-dire que si on prend la critique, de toute façon, on se fait une autocritique, nous, quand on fait notre analyse de match. Je pense qu'on n'a pas besoin à part de la critique des collègues ou des évaluateurs, observateurs, etc. qui vont être pour analyser notre match et progresser par la suite et éviter ces erreurs-là. C'est-à-dire que les critiques du public, les critiques des coachs qui vont être dans la presse ou autres, en tout cas moi je m'en sers pas du tout parce que sinon on arrête tout de suite. Et puis c'est pas ce qui va nous faire avancer. Souvent on est même critiqué à tort. On a fait du bon travail. On va être critiqué à tort parce que coach frustré, parce que résultats qui sont pas bons depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour une équipe. Et du coup, la plus grande facilité, ça va être d'aller attaquer l'arbitrage pour donner une excuse de mauvais résultats. En tout cas, voilà, par rapport à la critique, voilà, moi je fais le dos rond, on fait outre, on passe outre, et puis on continue à avancer. Voilà. La recette d'un match réussi, c'est de prendre du plaisir, d'avoir pris du plaisir pendant le match, d'être satisfait, d'avoir rendu service aux équipes pour qu'elles aient pu s'exprimer dans les meilleures conditions, voilà, sans avoir pesé sur la rencontre, nous, l'équipe d'arbitre. Donc ça veut dire que, en gros, souvent les meilleures rencontres, ça va être celles où on ne se souvient même pas qui a arbitré, parce qu'en fait ça a été tellement fluide et que toutes les décisions ont été acceptées parce qu'elles étaient nettes, elles étaient franches ou bien gérées, que ce soit des mauvais comportements ou des bons comportements. En gros, on ne se souvient pas des arbitres parce que les spectateurs, les coachs, les joueurs ont assisté à une rencontre de basket. Et puis les arbitres, on ne se souvient pas d'eux parce qu'ils étaient là, ils ont fait leur travail, ils ont fait correctement et puis tout le monde a pu s'exprimer dans les meilleures conditions. Voilà. Et puis après, nous en tant qu'arbitre, si on fait ça, c'est parce que c'est aussi que ça nous plaît. Donc aussi de voir de belles actions, de participer aux rencontres et puis d'être acteur aussi et permettre tout ce spectacle entre nous. Voilà. Honnêtement, non, je pense que le football c'est quand même à part. Je pense que dans l'ensemble des activités, dans l'ensemble des sports,
je pense que les arbitres sont pas en danger. Voilà. Et encore moins forcément, plus on va monter de niveau et moins on va être en difficulté et en danger parce que on est de plus en plus encadré. Là où on peut se retrouver en difficulté, ça peut être au plus bas niveau. Là où les compétences des joueurs sont moindres, les connaissances aussi de leur sport sont moins importantes. Donc du coup, comme ils ont une méconnaissance souvent de leur sport, leur propre sport, ils vont penser tout le temps avoir raison. Voilà. Et ça peut arriver que l'arbitre se trompe. Les arbitres se trompent, ça se trompe souvent, on se trompe souvent encore, même au plus haut niveau. Mais en tout cas, je me suis jamais senti vraiment en danger. La seule situation qui a été critique, c'était un match en Île-de-France, où un match serré entre deux équipes d'Île-de-France qui jouent en région. Et clairement, il y avait l'équipe locale, les dirigeants en tout cas qui étaient à la table, et les dirigeants qui étaient en public, qui étaient malhonnêtes, qui trichaient. Surtout en particulier à la fin du match, où ils trichaient sur le chrono. Donc match était serré, donc plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Donc forcément, bizarrement, le chronomètre, quand il devait s'arrêter, continuait à tourner alors qu'il y avait plus 1. Et puis il s'arrêtait quand il fallait pas qu'il s'arrête, quand il y avait moins 1. Donc voilà, et ça finit par un tir du milieu de terrain au buzzer qui rentre. Voilà, victoire de l'équipe visiteuse. Donc forcément, c'est de ma faute. D'accord. C'était de la faute des arbitres. Et puis envahissement du terrain, agressé par des dirigeants qui étaient dans les tribunes, des dirigeants le président du club qui était à la table, qui lui trafiquait un petit peu le chrono. Et puis ça s'est fini dans le local arbitre avec des rapports, mais avec une personne qui n'avait rien à faire ici, qui était très menaçante. Voilà. Mais elle s'en est pas venue aux mains. En tout cas, c'était que des mots. J'ai pas été touché, ni quoi que ce soit. C'était des menaces, des mots, des insultes. Mais on est resté serein avec le collègue. On a fait notre rapport. Et voilà, on est sorti. Notre voiture était encore entière. Il n'y a pas eu de... Voilà. Ce serait de faire les finales de championnat. Voilà, parce que carrière internationale, c'est cuit pour moi. Donc, parce qu'il faut avoir moins de 35 ans. Donc il y a un moment où ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, ce serait le plus haut que je puisse arbitrer actuellement, ce serait le dernier match de la finale de championnat de Pro A. Voilà, donc pourquoi pas. J'ai déjà fait un Bercy avec le All-Star Game en 2010, donc c'était extraordinaire, c'était génial. J'ai déjà eu l'occasion, la fédération m'a déjà envoyé à l'étranger pour différents tournois, que ce soit des tournois amicaux ou quelques événements. Donc du coup ça c'est vraiment chouette, j'ai pu goûter un petit peu à ces petits cadeaux, on va dire. Donc voilà, maintenant 40 ans, c'est continuer à progresser pour pouvoir performer sur les finales. Voilà. Alors un petit mot pour ceux qui veulent devenir arbitre, qui veulent essayer. N'hésitez surtout pas à prendre le sifflet, commencez par les jeunes, commencez par les petits. C'est là qu'on commence à prendre l'habitude d'être sur le terrain. Souvent on peut être critiqué par les parents, même si ce sont des poussins par exemple. Donc c'est là qu'on va commencer à prendre du plaisir. En plus avec les petits c'est facile parce qu'ils acceptent. Et puis en plus on peut faire un peu de pédagogie, donc ça peut être sympa. Ensuite, surtout ceux qui veulent continuer à arbitrer et progresser, surtout ne pas lâcher le jeu. Donc ne pas lâcher le jeu, quel que soit le moyen, que ce soit en jouant ou que ce soit en entraînant. Donc en coachant ou en jouant, on continue à être en contact avec le basket et c'est là qu'on continue à progresser techniquement. Et en progressant techniquement, c'est comme ça qu'on pourra être meilleur arbitre parce qu'on aura les connaissances du jeu, technique sur le terrain, et ça pourra nous permettre de voir et d'analyser plus rapidement des situations sur le terrain. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je vois
que je vois l'arbitrage, donc qui doit être toujours proche du jeu. Voilà. Et bien sûr, si on y prend du plaisir, on continuera toujours plus à en vouloir. Et c'est vrai que quand on rentre dans l'arbitrage, souvent on a du mal à en sortir parce qu'on y prend vraiment beaucoup de plaisir. Voilà. Parce que ce soit sur le terrain lui-même ou tous les à côté, les partages avec les collègues, les avant-matchs, les après-matchs, les analyses, la satisfaction qu'on peut avoir quand on a fait une bonne rencontre, voilà, et de participer à du beau jeu. Voilà. Donc il faut continuer, il faut vouloir travailler, il faut être rigoureux. Mon surnom, donc ça n'a rien à voir avec l'arbitrage, c'est toujours avec le basket. Mais en gros, mon surnom qu'on m'a donné il y a quelques années, c'est Colt. Pour Colt Severs, en fait, je sais pas, les plus jeunes ne les connaîtront pas. Hein. C'était dans une série qui s'appelait L'homme qui tombe à pic. Donc c'est un cascadeur. Parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, parce que je suis pas très grand. À l'époque, j'étais un peu plus léger. Et du coup, ça m'est arrivé de faire des cascades, on va dire, sur le terrain. Donc de grosses chutes parce que j'avais soit subi une faute, soit parce que j'avais été contré avec le ballon dans les mains et donc du coup, grosse chute au sol. Voilà. Donc on m'a appelé Colt Severs parce que j'étais un cascadeur. Plutôt couche-tard, couche très tard. Récemment, là, j'ai vu un reportage sur la Patagonie, donc le sud de l'Argentine, et j'ai trouvé ça tellement magnifique que je me suis dit qu'il faut absolument que j'aille voir cette région. Et ma maison, voilà, donc, dans la campagne, dans le 95. Meilleur souvenir basket, c'est un match à Limoges contre Vichy, donc ça remonte à quelques années, c'était l'année avant que je monte en Pro A. Limoges qui était en Pro B à ce moment-là, qui recevait Vichy, Vichy qui était premier de Pro B à ce moment-là, Limoges qui avait gagné la semaine d'avant en Coupe de France contre Nancy, donc je ne sais plus quel tour de Coupe de France c'était. Et en gros, énorme ambiance. Vichy qui était venu avec plusieurs quarts de supporters. Limoges qui est beau blanc, qui n'est plus à décrire en France. C'était énorme. Donc pendant le premier quart-temps, je ne m'entendais pas siffler. On sifflait le plus fort possible avec le collègue et on ne s'entendait pas siffler. Et on a fait un super match. Je pense que cette ambiance nous a porté pour pouvoir faire une très bonne rencontre. À la fin du match dans le vestiaire, je me pose comme ça, épuisé, les oreilles qui sifflent encore. Et puis on a été évalué, en plus on a été bien noté. Et puis l'année d'après, je suis en proie, donc ça c'était la cerise. Mais là c'était, voilà, je me souviendrai toujours de ce match-là. Nanterre, c'est le club d'Île-de-France où il y a la meilleure ambiance. Voilà, parce que ce qui est bien avec le club Nanterre, c'est que c'est resté un club familial et avec un groupe de supporters qui a toujours été là. Et je pense que le fait que ce soit la même équipe qui est là depuis des années fait que ça garde cette âme. Donc ça m'est arrivé régulièrement d'aller voir des matchs à Nanterre, donc c'était vraiment plutôt agréable. Et d'y arbitrer, donc vraiment c'est plutôt sympa. Donc c'est un club de haut niveau, voilà, c'est plutôt Nanterre en fait. Et bon barbecue, voilà. Des bons travers de porc, sel et poivre sur le barbecue, des bonnes cuisses de poulet marinées, c'est parfait. Je vais voir ma fille jouer au basket. Voilà. Donc j'utilise rarement mon téléphone pour envoyer des messages après une rencontre. Souvent ça va être pour regarder les résultats de la journée. Et sinon forcément c'est pour faire un petit bilan du match auprès de ma femme. Donc voilà. Moment ridicule. Est-ce que j'ai un moment ridicule? Alors c'est pas sur le terrain, j'ai eu de la chance. C'était avant de monter au niveau. C'était pendant un échauffement. Dans les couloirs, je m'échauffais et je m'étirais. Et le pantalon qui craque en plein milieu. Et je sais pas, c'est une chance énorme, c'est que la semaine d'avant, je venais d'acheter un nouveau pantalon qui était dans ma valise. Donc voilà,
un moment qui aurait pu être ridicule, ça aurait été celui d'avoir le pantalon craqué pour la rencontre. Le vice, bah, c'est Tiger et Tiger. Très bon danseur, mais je te vois pas de démonstration. Alors, on va dire, par rapport à ma taille, ça aurait été Spud Webb, donc les plus jeunes ne connaissent pas. Il jouait à Atlanta dans les années 80-90 et il a participé à 1m76 et il a gagné le concours de dunk. Donc, vous irez voir sur YouTube, les plus jeunes, Spud Webb. Un acteur, j'aime beaucoup Denzel Washington, donc la plupart des rôles qu'il a pu faire c'était voilà, Denzel. Allez, on va dire un truc plutôt récent. Drake, j'aime beaucoup Drake en ce moment. Ou alors non, plutôt Raphaël Saadiq, donc un chanteur de Sao, qui est actuel. C'est extra. Voilà. Il a toujours de très bons musiciens et il est top. Donc Raphaël Saadiq avec 2 A. Ok. Le basket. Une paire de Jordan. Je crois que ce serait un rêve et il va sortir peut-être. Michael Jordan, que j'ai pas pu voir au K54 il y a 1 an et demi. Donc on l'attendait tous avec les téléphones portables. Et on a tous raté. Voilà. Et en plus, quand j'étais plus jeune, donc, il était venu à Paris dans un gymnase et tous mes potes avaient pu y aller et moi j'avais pas pu y aller. Donc du coup, forcément, plusieurs années après, énorme regret de ne pas pouvoir plus le voir en chair et en os. Le regret, c'est... je reviendrai pas dans le détail, mais en gros, c'est de ne pas avoir pu passer l'examen pour être arbitre international. Voilà. La fédération m'a envoyé pour passer l'examen et avec un problème de date, d'année de naissance en gros, parce qu'il y a eu changement de règles entre année sportive et année civile. Donc à 1 mois et 1 semaine, j'ai pas pu passer l'examen. Voilà. Arrivé 10 minutes avant le match, ça m'est déjà arrivé avec un problème d'avion. Et puis le match, j'ai pu arbitrer le match. Par contre, ça va être plus compliqué. Forcément, c'est interview pour la Ligue de France.